Donc je me présente rapidement, je suis un ancien géologue qui a travaillé dans le Nord notamment sur l'inventaire de géopatrimoine. Je me suis intéressé aux tourbières dans une seconde vie, entre guillemets, en passant quelques années à faire de la phytosociologie. Et aujourd'hui, je travaille principalement sur une thématique fonctionnelle, sur de l'écologie des écosystèmes. Donc je vous propose d'explorer un petit peu le fonctionnement des tourbières en 4 dimensions et de rapidement aborder comment on peut ouvrir le champ du diagnostic fonctionnel et la conservation des services écosystémiques des zones humides à cette réalité spatio-temporelle. Donc l'aspect diagnostic et l'aspect gestion conservatoire. Alors, je n'ai pas préparé une présentation conventionnelle, j'ai fait ça de manière relativement ouverte. On m'avait prévenu qu'il était préférable d'ouvrir le sujet au grand public également, donc j'ai fait quelque chose de très simple. Et je vous propose d'aborder la problématique à travers un exemple, qui est la tourbière de Jouvion, qui se situe dans le sud-ouest du Puy-de-Dôme, et qui ressemble, on va dire, en vue aérienne à ça. Donc on est sur un complexe assez diversifié, avec 2 édifices principaux, un petit ruisseau qui traverse ces 2 édifices, et puis une grande fosse de tourbage également, qui est présente ici. C'est un ENS du Puy-de-Dôme, et puis on se situe dans un contexte granitique. Alors il y a quelques lambeaux de coulées à droite et à gauche qui peuvent apporter certains éléments. Et pour commencer, je vous propose de regarder un petit peu en 2 dimensions, à travers la description floristique sur une surface donnée. Donc vous connaissez pour la plupart le principe, relevé phytosociologique, et puis là, avec les coefficients qui sont juste adossés, les différents taxons qu'on peut trouver sur une grande partie de cette tourbière, avec des espèces comme Eriophorum vaginatum, donc la ligne aigrette engainante qui domine, la Molinie, Molinia ceruleale, le Trichophore, Trichophorum cespitosum, et la Calune également qui est présente, Calina vulgaris. On trouve également des mousses telles que Olacomium palustré et puis également des sphènes telles que Sphagnum rubellum et Sphagnum tenellum. Il y a également Dicranum bergeri qui est intéressant à mentionner parce que ça nous rapproche un peu de la phytosociologie. Sachant que quand on traduit cette composition floristique en langage phytosociologique, par exemple quand on utilise le prodrome des végétations de France qui a réalisé Gilles Thébault en 2011, on est quelque part autour du Dicranobergeri Calunetum vulgaris et de l'Eriophorum vaginati Trichophoretum cespitosi. Donc tout ça appartient à l'alliance du Sphagnum magellannici et la classe des Oxycoccus sphagnetera. Je rassure les personnes qui ne sont pas phytosociologues, c'est les derniers mots de phytosociologie que je prononce. Donc on est vraiment dans ce qu'on peut appeler une communauté végétale de tourbières hautes. Alors, logiquement, j'ai fait une petite publication à l'époque, et j'ai bien précisé dans le résumé, la tourbière de Jouvion à Saint-Donat, dans le Puy-de-Dôme, est un ancien haut-marais. Ça paraît tout à fait logique et cohérent, vu l'époque et vu la composition floristique, vu le rattachement phytosociologique. Donc nommer le type de tourbière, c'est apparemment simple, ça ne pose pas de problème. En tout cas, à l'époque, moi, ça ne posait pas de problème. Un petit rappel sur les tourbières hautes, parce qu'il y a un enjeu de conservation, la tourbière haute, les hauts marais. On est en tourbière acide oligotrophe, donc peu de nutriments disponibles. Il y a une indépendance relative de l'hydrologie locale. Là, c'est le plus souvent alimenté seulement par de l'eau de pluie à travers le processus qu'on dit ombrotrophie. C'est principalement édifié par des communautés à sphènes rouges ou marron, comme Sphagnum magellanicum, Sphagnum rubellum, Sphagnum fuscum, et la ligne aigrette engainante, Eriophorum vaginatum. Il y a également quelques éricacées, quand on regarde les tourbes, telles que la canneberge, l'andromède. Et puis, on a affaire à des végétations basses, avec une absence de ligneux, au moins pour la France. Il n'y a pas d'arbres, en fait, a priori, dans les tourbières hautes, quand on regarde dans les tourbes, sur le territoire français, ou alors vraiment de manière très ponctuelle. C'est un univers fonctionnel très spécifique, qui est complètement différent des tourbières basses, puisque ces dernières sont alimentées par les eaux locales de nappes ou de surface, et elles sont édifiées par des communautés à beaucoup plus forte biomasse qu'on a vu dans la présentation précédente, donc des roselières en particulier. Et ça nécessite une prise en charge conservatoire spécifique. Donc voilà les petits rappels, et quelques années après avoir étudié cette tourbière-là du point de vue, on va dire, de la surface en 2 dimensions, je me suis intéressé à ce qui pouvait se passer en dessous. Donc aller explorer une nouvelle dimension, une 3e dimension, avec une analyse pédologique et plus spécifiquement paléoécologique.
Donc pour ça, on utilise un outil. Moi, je ne me sépare plus de mon carottier aujourd'hui. Et le carottier russe ici, qui correspond en fait à une tarière un peu spéciale avec un demi-cylindre qui permet de récupérer une demi-carotte de tourbe qui fait 50 cm de hauteur sur 5 cm de large, de diamètre. On a réalisé un ensemble de sondages donc, qu'on a soit étudié sur le terrain, soit étudié après en laboratoire en réalisant en fait ce qu'on appelle des études d'analyse macro-reste. Donc on a réalisé sur l'ensemble de la petite quinzaine de sondages, là, 4 profils macro-reste que je présenterai un peu après. Mais déjà, je vais présenter les résultats qu'on a générés sur le terrain. Donc on a extrait la carotte, puis on épluche un petit peu la tourbe pour essayer de voir quelles étaient les communautés végétales qui ont édifié la tourbe, qui ont édifié la tourbière. Et on se rend compte assez vite, en fait, c'est évident, vous voyez la taille. Là, on a une demi-carotte, donc on a 3 morceaux de demi-carotte qui sont présentés. Et sur ces morceaux, on voit principalement du rhizome de phragmite, du roseau, ou alors des morceaux de bois, très fréquents dans l'ensemble des carottes. Majoritairement, la tourbe a été édifiée par des communautés à phragmite et à bouleau. Localement, on a des tourbes à sphènes, dans les profils localement, parce que j'ai trouvé ces tourbes à sphènes ici sur le terrain qu'à un seul endroit. Et en plus, ça représentait une vingtaine de centimètres. Et on peut dire qu'en fait, même au niveau de la composition floristique, qu'on peut recréer à partir des données macro-restes, on n'est pas sur de la vraie tourbière haute avec beaucoup de sphènes. On est plutôt sur des choses qui sont largement dominées par les linégrètes engainantes. Toutes ces tourbes, en fait, sont recouvertes par des tourbes compactées. Je développerai un petit peu cet aspect plus tard. Maintenant, quand on regarde plus finement au microscope, au laboratoire, les macro-restes qui composent ces tourbes, eh bien, on trouve en grande majorité donc, des morceaux de roseau, du rhizome de roseau, des morceaux de bois avec ici des péridermes, des morceaux d'écorce qui nous permettent d'identifier un petit peu l'arbre à qui appartenait ce macro-reste. Alors par exemple, on trouvait beaucoup de morceaux identifiables à de l'aulne ou du bouleau. On ne peut pas faire la distinction sur ces éléments-là. Et puis j'avais également beaucoup de sporanges, de fougères, et énormément de racines de fougères aussi. Donc racines de fougères dans un haut marais, c'est pas très courant. Mais j'avais quand même aussi des éléments constitutifs de la tourbière haute, avec ici ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent des spindles, de l'inégrette engainante, donc des petits comment appeler ça, des petits organes, entre guillemets, de végétal qui a une vocation à accumuler des réserves pour l'hiver, et qui se situe dans la souche, dans la base. Mais encore une fois, là, on était très local en termes de spatial. Sur les 4 sondages, je ne l'ai trouvé qu'une fois, et à peu près à mi-hauteur du sondage, donc à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Donc en résumé, je me retrouve avec une structure tridimensionnelle qui montre que en surface, on a une communauté de tourbières hautes, qui appartient au Saint-Denis ici. Ensuite, on a une tourbe compactée, d'un type particulier qu'on appelle un culturoller trochonérisante, avec l'accent pas du tout allemand, et une tourbe à phragmite et bouleau qui constitue vraiment la plus grande partie de l'édifice tourbeux. Donc ici, on est à l'échelle de 1 ou 2 décimètres, ici, on est à l'échelle d'1 ou 2 mètres, et probablement qu'en termes de temps, ici, on est sur quelques décennies, voire un siècle, et ici, on est plutôt à l'échelle du millénaire. 2 mètres de tourbe, quand on a fait du datation de carbone 14 à la base, sur 2 profils, on est à 9000 ans depuis aujourd'hui, ou 6000, 5000, 6000 dans d'autres secteurs. Tout dépend du secteur, la tourbière n'a pas été, on va dire, c'est pas installée en même temps, aux mêmes endroits. Donc, je me retrouve avec quelque chose qui est vraiment différent en termes on va dire de type, entre l'approche en 2 dimensions, l'approche floristique, et l'approche qui fait entrer en jeu la profondeur et le temps. Alors, en considérant justement cette profondeur, la pédologie, le sol et le temps, le terme que j'avais utilisé au début, tourbière haute, il faut que je le modifie un peu, et on a le choix, soit on considère que c'est une tourbière basse altérée, soit on considère que c'est une tourbière haute, naissante, mais en tout cas une tourbière haute d'origine anthropique, qui correspond en fait à une tourbière qui s'est installée après le pâturage. Donc d'un point de vue théorique, seul l'avenir peut nous le dire. Si jamais la tourbière haute disparaît, on va retrouver une tourbière basse, et on aura vraiment une tourbière basse qui a été à un moment donné impactée. Si la tourbière haute se maintient,
Alors on dira qu'on avait bien affaire à une tourbière naissante. Mais là, à l'avenir, moi je ne le maîtrise pas, donc pour le moment, je suis incapable de nommer cette tourbière du point de vue, on va dire, d'un type relativement connu et facile à identifier. Alors, maintenant, quelles sont les conséquences en termes de conservation de ces écosystèmes si on n'a même pas capacité à nommer le type de système en jeu? C'est-à-dire que quand on regarde en 3 dimensions une tourbière, parfois on n'est même pas capable de mettre un nom sur cette tourbière en termes de type. Et en termes de gestion, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut aller vers une restauration de la tourbière à forte naturalité, qui en l'occurrence ici était une roselière? Je connais peu de gestionnaires qui vont plutôt être favorables à transformer une tourbière haute en roselière. Soit on favorise la nouvelle tourbière d'origine anthropique, mais dans ce cas-là, comment on la gère? Puisqu'on n'a pas capacité à dire si elle est stable ou si elle n'est pas stable, et en fait elle ne correspond pas seulement à une étape en fait, de régénération de la tourbière antérieure. Donc même au-delà du nom de l'objet, la prise en compte des dimensions complémentaires va vraiment conditionner les choix de conservation, et ça ne constitue pas un luxe, c'est vraiment un acte fondamental. Bon, pour l'exemple que je citais, je me suis trompé quand j'ai publié, j'ai dit quelque chose qui était vrai à l'époque où je l'ai fait, mais qui s'avère en fait faux aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai pris en considération une nouvelle dimension de l'écosystème. Aujourd'hui, en fait, dans ma démarche, ça m'impose de vraiment faire une distinction entre une communauté végétale, qui va être nommée suivant différentes grilles, que ce soit phytosociologique ou Natura 2000, Corinne Habitat, et puis un écosystème en tant qu'une unité fonctionnelle intégrée. Un écosystème dans le sens qui est proposé dans le Millennium Ecosystem Assessment. Donc on n'est plus dans la dualité biologique, non biologique, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne de manière intégrée. Un écosystème, c'est une unité fonctionnelle et on ne sépare plus le vivant du non-vivant. Et ça pose évidemment des problèmes, mais ça a de multiples applications. Pour la gestion conservatoire, je viens d'en parler. Pour la recherche également, c'est intéressant parce que ne serait-ce que quand on fait de la bibliographie puis qu'on cherche à comparer ce qu'ont trouvé les autres avec nos propres résultats, comment on interprète la notion de tourbière haute dans une publication, sachant que les chercheurs peuvent comme moi se tromper également s'ils n'ont pas fait une analyse paléoécologique satisfaisante. De la même façon, pour l'évaluation d'état de conservation, comment on va évaluer l'état de conservation d'une tourbière haute qui est plurimillénaire, qui est de longue continuité écologique, avec des critères comparables à ceux qu'on peut utiliser pour une communauté végétale récente, d'origine anthropique, dont on ne connaît même pas la stabilité dans le temps. Donc là aussi, il faut pouvoir adapter son approche par rapport à cette problématique-là. Alors, est-ce que Jouvion est un cas isolé? Est-ce que je vous embête avec une petite exception qui n'est pas très représentative? En réalité, sur mon expérience personnelle et puis sur des tourbières qui correspondent à ce cas de figure, on se rend compte que non, c'est pas du tout un cas isolé, au contraire, c'est quelque chose qui constitue, si on regarde par exemple ici dans l'est de la France, dans les Ardennes, si je connais un cas de tourbière haute, cette tourbière haute ne repose pas sur des tourbes basses-veines de tourbière haute, elle repose sur des tourbes de bas marais. Dans les Vosges du Nord, les tourbières que j'ai étudiées, il y en a une petite dizaine, et je n'en ai trouvé aucune qui possède en fait des tourbes asphènes, des tourbes de haut marais. Or, des communautés de haut marais, il y en a qui sont présentes. Donc on est sur des tourbières de haut marais relativement récentes dans l'histoire de ces tourbières. Idem pour les Vosges. Alors les Vosges c'est un peu différent, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de tourbières de haut marais qui se situent sur des tourbes de haut marais. Donc là on est sur le modèle un peu plus classique, on va dire, et ça rassure quelque part, puisque ce modèle est valable au moins en grande partie dans certains secteurs de moyenne montagne. C'est pareil pour, évidemment, dans le Massif central, on a à peu près une tourbière sur deux qui ne correspond pas au modèle, donc on a des tourbes de bas marais qui sont aujourd'hui occupées par des communautés de haut marais. Alors, évidemment, au-delà de la problématique typologique, simplement nommer la tourbière, il y a des conséquences fonctionnelles majeures, et le cas de Jouvion n'est pas rare. On peut le décrire sous un terme un peu plus approprié que des termes beaucoup plus simples, tels qu'un haut marais, une tourbière haute, des bas marais. On peut dire que Jouvion, c'est une communauté de tourbières hautes sur KTH. Alors KTH, c'est l'horizon compacté. Et tourbe aphragmite dans un contexte de fond d'alvéoles cristallines. Alors évidemment, c'est beaucoup plus long, comme ça, que simplement dire haut marais ou bas marais. C'est un type qui est très fréquent en Artense, en Aubrac, sur Millevaches.
Donc, sur le Césalier, dans le Morvan, etc. hein, et vraiment, le facteur déterminant, c'est l'existence d'une tourbe de surface d'une nature particulière que j'appelle le KTH parce que c'est beaucoup plus court de dire KTH que Cultural Earth Token Horizon. Alors ça, c'est un concept relativement récent puisque ça découle d'une publication de 2007 qui a fait acte, hein, notamment pour moi, j'allais dire, dans ma démarche hein, de diagnostic. C'est vraiment un concept clé aujourd'hui qui me permet de voir vraiment les tourbières d'une façon différente depuis quelques années. Parce que le KTH, c'est un trait fonctionnel majeur. Il résulte du piétinement du bétail hein, dans un système qui est drainé ou pas drainé même, qui peut être brûlé ou non brûlé. Hein. On a des KTH où il n'y a pas de charbon de bois, il y a des KTH où il y a plein de charbon de bois. Ça se passe sur des tourbières où on voit d'anciens systèmes de drainage, sur d'autres où il n'y en a pas. Et c'est vraiment un horizon clé à la fois. Hein. C'est une composante du sol, donc ça a une dimension spatiale. Hein. Et c'est également un héritage fonctionnel, donc il y a également une dimension temporelle dans ce même objet. Ici, vous avez un exemple, donc un bel exemple de KTH, une tourbe très compacte, vraiment d'un aspect différent, qui surmonte une tourbe qui est vraiment similaire à la tourbe qui est dessous. Et ça, c'est un trait caractéristique du KTH. C'est assez rare parce que là, on a quand même 20 ou 30 cm de tourbe qui a été régénérée au-dessus du KTH, alors que souvent, hein, c'est beaucoup moins, et parfois le KTH affleure directement. Il y en a partout. On va dire que la tourbière à KTH, c'est la tourbière habituelle. Et la tourbière sans KTH, c'est une rareté. Donc vous en avez des grands, vous en avez des petits, vous en avez des noirs, vous en avez des bruns. Il y en a qui sont recouverts d'une tourbe relativement récente, d'autres non. Donc il y a une grande variabilité dans les profils pédologiques, mais on a cette constante de KTH, de tourbe compactée, avec des caractéristiques physiques particulières. Et vous voyez ici, par exemple, sur cet exemple, on a l'impression d'avoir une peau hein, qui desquame, et c'est le contenu en argile qui est plus important en fait, hein, qui rend cet aspect très particulier. Donc en gros, c'est relativement facile à reconnaître, et même sur le terrain, la façon dont on pénètre la tourbe avec le carottier, on sait qu'il y a un KTH ou pas. Parce que quand il y a KTH, parfois il faut être 2 ou 3 pour percer ce niveau-là. Une fois qu'on a percé ce niveau-là, tout seul, avec une main, on arrive à prélever la tourbe. Il y a vraiment une différence hein, de sensation quand on travaille sur un KTH ou pas. Donc un petit gros plan, une tourbe du dessous d'un type, et quand on arrive sur le dessus, on voit que la tourbe est complètement modifiée. Donc la tourbe du KTH ici, et la tourbe hein, de la colonne là. Et parfois on a 7 mètres de tourbe, comme celle-ci, et 20 cm de tourbe en surface, comme celle-là. Donc c'est vraiment une rupture majeure dans la sédimentation. Alors les conséquences en termes de fonctionnement, elles sont nombreuses. Il y a des modifications hydrophysiques, hein, ça semble évident. Donc l'horizon peut constituer une barrière hydraulique avec une probable imperméabilité. Ça exclut le modèle classique acrotème-catotème. Il n'est pas applicable dans ce type-là de tourbière. Donc il faut savoir qu'en France, ce modèle-là, il faut vraiment regarder si c'est une réalité ou si c'est simplement une illusion. À mon avis, il est très rare de pouvoir utiliser le modèle acrotème-catotème. La banque de graines, également, elle est vraiment spécifique. Elle ne correspond pas à la banque de graines de tourbe classique, on va dire. Hein. Moi, je retrouve souvent des graines de rubus, des graines de Carex nigrate, donc la lèche à utricule noire, et des restes d'une mousse qu'on appelle Wanstorphia fluitans. Hein, tout ça, c'est cohérent, hein, puisque notamment Carex nigrate et Wanstorphia, on est sur des végétaux qu'on va trouver beaucoup sur des tourbes érodées piétinées. Donc, un peu logique qu'on retrouve ça. La notion de longue continuité écologique des tourbières, elle est à réévaluer dans ces cas-là. Hein. Et puis il y a bien d'autres conséquences hein, qu'il faut prendre en compte. Donc, simplement, je voulais vous montrer sur cet exemple hein, que quand on prend en compte les données pédopaléoécologiques, les 3e et 4e dimensions, dans le diagnostic fonctionnel, on a d'autres interprétations qui viennent. C'est une évidence qui est partagée de prendre en compte les dimensions paléoécologiques, mais relativement peu appliqué. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'articles qui sortent, hein, qui mettent l'accent sur le fait qu'on gagne en termes de conservation des services écosystémiques, biodiversité ou l'eau ou autre, le carbone, à intégrer le temps long dans la démarche conservatoire, et en particulier en tourbière, puisqu'on a la chance d'avoir un écosystème qui enregistre les différents états par lesquels il est passé. Donc passer à côté de ça, c'est vraiment dommage. C'est une thématique qui sera abordée durant la session, probablement. Je ne connais pas tout le détail de toutes les présentations, mais ça devrait être abordé pour le Marais Vernier, pour le paléolac de Tioudaïn, la tourbière de Vred, qu'on visitera également sur le terrain pour une part d'entre vous. J'aurais pu aussi parler d'une autre composante multidimensionnelle, hein, essentielle en zone humide, qui est l'eau.
Donc l'eau a des mouvements en 3D, souvent ils sont cachés, en plus ça varie dans le temps, et ça module les flux et les stocks de nutriments, donc c'est vraiment très important, et on voit que ça a une multitude de dimensions, hein, les écoulements, la notion d'écoulement. Mais là, pareil, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais on pourra aborder le sujet lors de la session et puis lors de l'excursion à Breda, puisque ça fait partie des choses importantes sur la tourbière de Breda. Donc, je vais commencer la deuxième partie de la présentation, juste avant de finir. On voit qu'il y a des plantes qui vont s'associer, des sols, de l'eau, des variations de tout ça dans le temps et dans l'espace. Et la question, c'est comment on peut ouvrir les champs du diagnostic fonctionnel et de la conservation des tourbières à cette réalité complexe, une réalité spatio-temporelle. Déjà, je vais vous présenter la notion de diagnostic telle que moi je la considère, qui est aussi relativement générale, puisque c'est la définition du Larousse. Et Larousse dit que le diagnostic, c'est un ensemble de mesures de contrôle fait pour déterminer ou vérifier les caractéristiques techniques d'un système, j'insiste bien, à des fins de maintenance ou d'amélioration. Donc on est vraiment dans une démarche conservatoire. On n'est pas dans une démarche de recherche, on est vraiment sur une démarche qui vise à mieux conserver les services écosystémiques des tourbières. Alors, la première étape pour justement répondre à cette question, c'est conceptualiser le diagnostic fonctionnel pour les écosystèmes tourbeux à partir de bases fondamentales. Et j'ai oublié une base fondamentale, mais c'est Bruno Defoucault qui m'a fait penser à cet oubli tout à l'heure en présentant, c'est que ça s'inscrit évidemment dans une démarche systémique. Dans l'écosystème, il y a système et ma démarche est systémique. Et ça s'intègre plus largement dans le paradigme de l'écologie des écosystèmes. Ça fait appel aussi à une notion fondamentale qui est la notion de composition, structure et de processus. Sachant que bien souvent, c'est les paramètres écologiques qui contrôlent, entre guillemets, soit les végétations, soit les systèmes écologiques de manière plus large. On a une composition et une structure qui normalement est reliée à des processus et on relie ces processus à travers des modèles de fonctionnement. Donc il est important de mettre en évidence ces modèles de fonctionnement et on est un petit peu dans un cas d'invariance proposé par Bruno Defoucault où là, lui présente des schémas, je ne sais plus le terme exact, moi je parle de modèles fonctionnels, mais on parle des mêmes choses dans des disciplines un peu différentes. Donc au-delà de ces bases fondamentales, il faut construire le diagnostic en plusieurs étapes. Et en l'occurrence, il est particulièrement important de bien commencer par une description. À partir de la description, qui est une collection de données, on essaie de faire une interprétation. Et bien séparer les deux phases n'est pas du tout simple. Ça paraît évident, mais ce n'est pas simple. Et par exemple, moi, je n'arrive pas parfaitement à le faire. Dès lors où j'utilise le terme de cultureleur trochonorisante, j'associe à un objet déjà une interprétation, puisque le terme de cultureleur précise qu'en fait c'est une origine pastorale du système. Or, a priori, c'est déjà une interprétation. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile à faire et sur lequel il faut être attentif dans la démarche quasiment en permanence. Donc à partir de cette interprétation-là, je peux faire des évaluations et proposer des préconisations qui découlent éventuellement sur des actions de gestion et des processus de suivi qui vont venir ensuite enrichir la description. Et évidemment, tout ça, c'est pris de manière plus large. On ne s'intéresse pas seulement au système par lui-même, la tourbière, mais il faut également s'intéresser en fait à ce qu'on appelle la zone de dépendance fonctionnelle, qui peut être parfois très grande. Et on verra dans le cas de Vred, la zone de dépendance fonctionnelle, elle est vraiment très importante. La deuxième étape, c'est d'organiser un petit peu les données. Moi, j'organise les données en 3 pôles, un pôle structure, un pôle transfert et un pôle diachronie. Alors ça correspond un petit peu à la trilogie, donc structure, on va dire composition, structure, processus, sachant qu'ici on est plutôt sur composition, structure, ici on est plutôt sur les processus, et puis on a là un pôle qui va plutôt approfondir dans la 4e dimension, dans le temps, ce qu'était la structure et ce qu'étaient les processus. La 3e étape, c'est d'élaborer des protocoles d'analyse et d'interprétation, corps par corps, des données, et puis ensuite de mélanger les données entre elles ou de mélanger les interprétations pour rajouter une couche d'interprétation, mais de manière beaucoup plus intégrée. La 1e étape, dans l'idéal, c'est d'intégrer au diagnostic fonctionnel un diagnostic socio-économique ou culturel. Alors je ne sais pas, je sais que pendant la session, des gens vont aborder la question. Je ne sais pas exactement ce qu'ils entendraient par les termes que je propose, mais tout ça doit être intégré également dans une approche globale qui multiplie encore les échelles d'analyse.
Donc évidemment, le diagnostic fonctionnel, il aborde la zone humide sous un angle écosystémique, et non pas socio-économique ou culturel, mais la part anthropique du système, elle est prise en compte, mais sous forme transformée, hein, sous forme de paramètres écologiques. Alors, maintenant, le diagnostic socio-économique ou culturel, il est fondamental, hein, parce que la plupart des tourbières ont été ou sont aujourd'hui encore impactées par les usages anthropiques. Donc on ne peut pas faire, contrairement à ce qui peut être réalisé dans certains pays, hein, où l'impact anthropique est relativement faible, on peut penser en Sibérie par exemple. Chez nous, je pense que la plupart... En fait, l'enjeu c'est de trouver une tourbière qui n'a pas été impactée ou la tourbière qui a été peu impactée. Parce que là, on a vraiment un objet très rare et exceptionnel. Mais la plupart des tourbières chez nous ont été impactées par les usages agropastoraux notamment. Donc les usages passés et présents sont à prendre en compte. Et il est complètement indispensable, hein, si on veut faire une gestion, on va dire, efficace, de réaliser ce qu'on appelle aussi un diagnostic socio-économique, culturel. Et ce sera abordé, par exemple, dans la session au Mont-Saint-Michel, en Sologne, dans le Haut-Escaut et dans la vallée de la Lac et dans d'autres territoires également. Alors, écosystème tourbeux, zone de dépendance fonctionnelle, usage, héritage, le tout changeant dans le temps, hein, parce qu'il n'est même pas dit que l'horizon, le culturel, le KTH, hein, soit pérenne dans le temps. Les propriétés du KTH peuvent éventuellement évoluer, donc on aurait un héritage qu'on perd avec le temps. C'est à prendre en compte également. Donc tout ça, ça nécessite une approche pluridisciplinaire, que ce soit au niveau des concepts, on va appeler ça au niveau de la recherche, hein, ou du point de vue opérationnel, du point de vue de la gestion. C'est des choses fondamentales à prendre en compte. Le problème, c'est que c'est pas simple du tout, qu'il faut organiser ça, il faut trouver des protocoles, il faut trouver des systèmes d'échange, il faut aussi trouver, mine de rien, des vocabulaires communs, ce qui n'est pas du tout facile. Et l'objet est complexe et la structuration de la science, notamment chez nous, hein, rend aussi les choses difficiles. Mais c'est un défi passionnant. Et comme j'arrive à la fin de la présentation, je vous remercie de votre attention.